Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech pour une nouvelle semaine dédiée à l'innovation et aux technologies. Est-ce que les métavers font partie réellement de ce futur inéluctable qu'on nous promet, ce futur d'Internet? On en parle avec l'auteur du livre Métavers et NFT, Décrypter un nouveau monde. Ce sera en ouverture. Et puis ensuite, sujet à la une, comment décarboner la tech? Comment doit-on s'y prendre et comment commence-t-on d'ailleurs à s'y mettre? On verra ça avec deux experts qui ont une expérimentation très concrète sur le terrain. Deuxième partie de Smart Tech, on part à la découverte du biomimétisme, cette fois en observant le léopard et comment ce léopard peut inspirer de nouvelles technologies. Et puis on terminera avec cette grande question chaque jour. Mais où va donc le web? On commence avec une première interrogation, c'est ce futur inéluctable ou non, le métavers, futur d'Internet. On en parle tout de suite avec l'auteur de ce livre. En plateau avec moi pour parler du sujet à la une dans quelques instants, comment décarboner la tech, Léa Goldfarb qui est de chez Plateforme SH et vous êtes passé par le GIEC également, et Julien Rouzet de Soft. Vous allez tous les deux nous expliquer comment vous commencez à travailler ce sujet et puis surtout comment on doit s'y prendre pour être réellement efficace. Mais d'abord, je vous propose que l'on accueille notre premier invité pour parler du métavers, futur inéluctable ou non d'Internet. Philippe Cassoula, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de Métavers NFT, Décrypter le nouveau monde aux éditions Hermann. Première question, donc est-ce que c'est vraiment un futur inéluctable que ce métavers? Et quand je dis ce métavers, je me trompe. Il faut dire les métavers. Effectivement, il y a déjà beaucoup de flou sur les définitions du métavers, des métavers. Et je pense que déjà, je voudrais juste poser la définition pour savoir de quoi on parle. Les métavers, ce sont des mondes virtuels qui sont immersifs, c'est-à-dire que vous êtes acteur de votre expérience, vous décidez d'aller à droite, à gauche, devant, d'ouvrir une porte, de la fermer, qui sont persistants, c'est-à-dire qu'il se passe des choses même quand vous n'êtes pas là, quand vous êtes là et quand vous n'êtes pas là, et puis qui sont collaboratifs, c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes avec vous qui peuvent visiter ces mondes-là. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'ils sont inéluctables? Moi, j'ai tendance à dire oui, puisqu'il y a quand même un grand faisceau d'indices qui tendent à prouver qu'ils vont se déployer. Le premier, c'est que les briques technologiques arrivent à maturité et continuent de s'améliorer pour construire ces métavers, que ce soit les réseaux, que ce soit les capacités de calcul, que ce soit les casques de réalité virtuelle, que ce soit les NFT, la blockchain, les crypto-monnaies, tous ces environnements qui contribuent à construire les métavers sont de plus en plus matures et continuent de s'améliorer. Première chose. Deuxième chose, il y a des générations qui ont été bercées dans ces mondes-là. Il y a des générations. Vous les appelez les métavers natives. Absolument. Comme il y a eu des digital natifs à l'époque de l'arrivée des portables, de l'arrivée de Facebook et autres, avec des jeunes qui dormaient avec le portable sous l'oreiller pour ne pas louper un moment de la vie de leur communauté. Il y a des jeunes qui ont été bercés dans ces jeux comme Fortnite, Minecraft, etc. Ces jeux qui étaient déjà des premiers métavers, ces jeux multiplayer massifs en ligne. Ces jeunes-là, ils arrivent sur le marché du travail, ils connaissent les codes, ils connaissent tout. Mais Philippe Cassoula, ces jeunes-là, comme vous dites, on les appelait des gamers. On les appelle des gamers. D'un seul coup, on les appelle des métavers natives. Alors oui, parce qu'ils ont pris les codes. Ils sont habitués à naviguer dans ces environnements virtuels. Et donc, ils vont arriver sur le marché du travail et ils vont assez facilement adopter justement ces métavers qui ne seront plus des jeux. Troisième faisceau d'indices, on a un petit peu, à marche forcée, été contraint de s'habituer à des relations dématérialisées, à des relations à distance. Et on l'a fait pendant le Covid, pendant nos phases de confinement, et ça continue. Et les relations à distance, elles étaient pour l'instant soutenues par des plateformes de visioconférence assez classiques. Et là, le métavers peut amener une dimension aussi qui peut accélérer son adoption. Alors, je dois dire que l'ouvrage, c'est un tout petit ouvrage, il est vraiment très très bien fait parce que vous démarrez effectivement avec des définitions, vous présentez les personnages du livre, donc de manière vraiment très simple, et vous rentrez tout de suite dans cette première question. Est-ce que c'est un futur inéluctable? Et vous nous dites finalement, il faut comparer cette révolution des métavers à la révolution d'Internet. Donc c'est ce qu'on nous vend. On nous vend ça comme le futur d'Internet, la nouvelle révolution. Mais vous décrivez vraiment les indices aussi. Et vous n'avez même pas peur de nous parler de la bulle Internet, puisque dans les années 2000, on a vu de nombreuses startups s'écrouler. Pour autant, ça n'a pas été la fin d'Internet. Et vous nous dites là, ce qui se passe en ce moment avec la chute des cryptos, tout cet univers technologique en fait, qui donne un peu de matérialité au métavers et qui le transforme en quelque chose de différent du jeu vidéo,
on a l'impression que c'est en train de s'écrouler. Vous nous dites finalement, ça peut être le même effet que la bulle Internet ? Oui, et ça peut avoir des effets justement plutôt salvateurs pour le métavers. Parce qu'aujourd'hui, les métavers sont extrêmement nombreux. Il y a des milliers de métavers qui existent pour des usages qui sont plus ou moins intéressants, plus ou moins vertueux. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir rationaliser. Il va falloir justement aller chercher des usages vertueux dans les métavers pour une application grand public, voire B2B. Il va savoir aussi aller adresser un nouveau faisceau pas de contraintes, mais de dangers, des questions juridiques que vous abordez aussi. Juridiques, l'impact environnemental, dont on va parler après, l'impact sociétal. Il va falloir se pencher sur ces questions-là, mais je pense qu'il y aura probablement un petit peu ça va secouer parce que tout n'est pas 100% rose dans le métavers, tout n'est pas 100% utile dans le métavers, mais on va y arriver. Et je pense qu'on ira vers des usages vertueux, des usages qui font progresser un certain nombre d'activités et de domaines, et qui vont en faire, à mon avis. Alors il y a une autre question, c'est que quand on en parle comme ça autour de nous, dans la vie quotidienne, et qu'on parle des métavers, alors il y a ceux qui nous disent c'est n'importe quoi, on n'y croit pas, mais c'est surtout personne n'a envie d'y aller. Ça ne fait rêver personne. Et pourtant, dans le livre, vous déconstruisez cette idée. Vous dites qu'au contraire, aujourd'hui, on n'a pas envie de vivre dans le télétravail, on n'a pas envie de vivre dans la gym à la maison, tout seul de son côté. C'est parce qu'il nous manque la brique métavers. Absolument. Alors, moi, je vais vous dire, j'étais comme ceux que vous avez rencontrés au départ, il y a un an et demi. Nombreux. Et ils sont encore très nombreux. Et moi, je suis originaire du Sud-Ouest, j'ai 58 ans, j'ai 3 enfants, je suis marié, j'ai mon boulot qui me prend beaucoup de temps, je suis un passionné de rugby et de tout ce qui environne ce jeu-là, et notamment la convivialité et autres. Et je me disais, mais de quoi parle-t-on ? Et puis, j'y étais. Et j'ai pu découvrir des nouvelles émotions, des nouvelles interactions, notamment dans le monde du spectacle, dans le monde du sport, où il y a beaucoup d'activités qui se prêtent très bien à ces métavers. Et quelque part... Mais en quoi je vais avoir plus envie de télétravailler ou de faire tout ça à distance dans un monde immersif ? Voilà, et quelque part, moi j'ai compris la dimension complémentaire qu'il y avait dans ces mondes-là. Alors je vais vous citer un exemple très simple, l'éducation. L'éducation, pour avoir des enfants qui pendant le Covid, étaient sur Zoom ou Teams ou autre, quand vous êtes devant un écran, en fait, si vous coupez votre caméra, vous pouvez faire n'importe quoi, vous pouvez dormir, vous pouvez faire autre chose. Voilà. Quand vous êtes dans un métavers et que vous participez à une salle de cours, en fait, votre avatar, si vous dormez, il dort. Si vous ne faites rien, il ne fait rien. Donc il y a une notion d'engagement qui est complètement différente de ce que vous pouvez connaître aujourd'hui avec le travail à distance, avec les moyens de visioconférence que l'on connaît. Engagement qui d'ailleurs, ça marche très bien. Il y a une université américaine qui s'appelle Optima qui fait des cours dans le métavers. Donc vous avez l'engagement qui est multiplié par 10. Vous pouvez avoir la dimension sociale aussi. Vous pouvez interagir avec vos collègues. Et puis lorsque vous allez parler de Versailles, on va vous téléporter dans un Versailles. Donc vous allez comprendre. Et donc il y a des réussites pédagogiques qui sont juste criantes dans ces métavers. Donc il ne faut pas occulter cette dimension qui est l'engagement, qui est aussi l'empathie. Quand vous interagissez dans ce monde-là avec d'autres personnes, vous avez une notion d'empathie qui est là. Vous pouvez parler, vous pouvez interagir, vous pouvez bouger. Et votre avatar, qui peut être un avatar qui ne vous correspond pas et qui bientôt sera un avatar qui sera peut-être votre clone, peut justement interagir d'une façon quasi identique de ce que vous pouvez faire dans la vraie vie. Alors moi, je dirais que c'est la partie qui m'a le plus étonnée et peut-être convaincue. C'est qu'effectivement, ce qui nous manque, c'est cette part d'humanisation aujourd'hui du monde virtuel, et qu'avec les métavers, le fait d'être vraiment dans une transposition, on retrouve finalement du collectif dans ces mondes virtuels. Bon, mais tout ça, c'est qu'on est d'accord, c'est quand même encore le futur. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, vous avez un travail à temps plein qui n'est pas celui d'être écrivain. Vous dirigez une entreprise qui s'appelle Talent, qui est spécialisée dans la transformation numérique des entreprises. Donc vous parlez à vos clients de ces nouvelles technologies. Qu'est-ce que vous leur dites ? Parce qu'il y a des chiffres super impressionnants sur ce marché des métavers, combien ça représenterait, parce qu'on est quand même au conditionnel. Mais pour l'instant, aujourd'hui, il n'y a pas de business pour toutes les entreprises qui se lancent dans le métavers. Alors peut-être à part quelques grandes marques de luxe.
Oui, et qui font ça pour une catégorie d'usages qui sont en fait d'être présents, de faire du marketing autour de leurs produits, c'est une chose. Il y a différentes catégories d'usages. Vous pouvez vous adresser à vos employés, vous pouvez vous adresser à vos clients, et puis vous pouvez améliorer vos opérations grâce au métavers. Donc on ne reviendra pas là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on leur dit ? On leur dit, c'est la loi d'Amara, qui est très utilisée pour l'intelligence artificielle, qu'il ne faut pas surestimer le présent, mais qu'il ne faut pas sous-estimer l'avenir. Aujourd'hui, effectivement, il y a des très belles réalisations dans le métavers avec peu de fréquentation. Et je peux vous citer plein d'exemples, mais Sotheby's a fait dans Decentraland une réplique de leur maison de vente. Il y a quelques dizaines de visiteurs par jour. C'est pas comme ça qu'on va faire beaucoup de business. Mais pour autant, et comme je l'ai dit, les technologies commencent à arriver à maturité. Elles vont continuer à progresser. Les casques d'aujourd'hui seront des lunettes demain, voire des lentilles. Les accès au réseau, les accès aux puissances de calcul vont s'améliorer. Et je l'appelle de mes souhaits, vont aussi être de plus en plus frugal et vertueux, parce qu'il y a aussi une dimension éco-responsable là-dedans. Donc je leur dis, vous avez un petit peu de temps pour tester, pour comprendre, pour vous acculturer, pour faire des tests et voir si pour vos employés, finalement, un système de formation dans le métavers ne serait pas super puissant, ou un onboarding pour l'accueil des nouveaux ne serait pas intéressant, ou pour pouvoir présenter votre entreprise au monde et à des métavers natifs qui vont bientôt arriver dans le parcours de l'emploi et que vous allez peut-être recruter prochainement. Donc voilà, je leur dis, vous avez finalement un peu de temps, 2 à 5 ans, pour vous préparer. Parce que c'est sûr qu'il y aura quelque chose. C'est sûr que ces métavers sont d'autant plus puissants qu'ils sont aussi, qui pourront interopérer entre eux. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet d'interopérabilité. Quand vous mettez le doigt dans un métavers, quand vous achetez un avatar, quand vous l'habillez, vous ne pouvez pas aller dans un autre métavers. Donc il y a aussi des contraintes de normalisation et on va se pencher autour de ces sujets-là. Je leur dis donc vous avez du temps, mais prenez-le pour comprendre, tester, s'acculturer et puis tester des choses avec vos clients, avec vos employés. Eh ben alors, je ne sais pas si tout le monde est convaincu désormais que c'est le futur inéluctable, mais en tout cas, c'est très intéressant et c'est toujours bien de regarder effectivement ce qui se passe pour mieux se préparer à l'avenir. Merci Philippe Kassoula, cofondateur donc de Talent et auteur de Métavers NFT, décrypter le nouveau monde, paru aux éditions Hermann. C'est l'heure de notre talk. On va parler de cette autre facette d'Internet et de la tech, comment la décarboner. Décarboner la tech, on fait comment ? La question, je vais la poser à Léa Goldfarb, qui est une ancienne membre scientifique senior de l'unité de soutien technique au GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat. Vous avez rejoint en 2022 une start-up, une scale-up même française, Plateforme SH. C'est une plateforme de cloud, d'hébergement d'applications web. Vous êtes responsable environnement ? D'impact pour Plateforme SH. Voilà, pour la Plateforme SH. Et avec vous, pour discuter de ce sujet de décarboner la tech, Julien Rouzet, cofondateur de Soft, entreprise qui fait justement ce pari de la décarbonation de l'IT. Vous proposez à vos clients de les accompagner dans une gestion respectueuse de leurs usages numériques. Et pour ça, vous installez des sondes, en fait, qui permettent de mesurer où sont les dépenses énergétiques. Oui, plus exactement, il y a une partie effectivement agent de collecte qui peut être acceptée par une certaine typologie de clients, et pour certains autres clients, on va avoir d'autres besoins plutôt de connecteurs. C'est tout simplement parce que ce seront souvent des clients qui sont déjà équipés, donc nous on va venir. C'est vraiment le but, c'est de s'intégrer dans un écosystème de la façon la plus fluide possible. Mais c'est d'aller voir où je dépense le plus dans tout mon écosystème IT. Exactement. Et un des maîtres mots de Soft, c'est vraiment le pragmatisme. C'est arriver à la granularité la plus fine pour en définir les meilleures orientations de décarbonation. Alors, est resté aussi avec nous autour de la table Philippe Kassoula, le cofondateur de Talent, auteur de Métavers NFT, décrypter le nouveau monde, dont on a parlé tout à l'heure. Quand vous avez entendu comme ça parler de ces futurs d'Internet, les métavers, la question environnementale, elle vous est apparue évidente, j'imagine. Est-ce que ça vous inquiète ? Juste une petite précision au début. J'ai commencé à Plateforme cette année et avant, j'ai travaillé à l'appui scientifique du GIEC. Je n'étais pas un auteur, juste pour une précision. Ah, d'accord. Ouais. Et bon, moi, je suis attachée à la nature et de notre monde aussi. Je vois que la partie numérique, ça attire pas mal de monde et je préfère que des gens voyagent dans le métavers que
de partir en groupe, par exemple, à Rio de Janeiro et de rencontrer des gens qui ont aussi des masques à Rio. Donc, je pense qu'il y a une opportunité là et que la digitalisation était un des moyens qui était mentionné par le GIEC comme un voie transformative pour l'avenir. Donc, je pense qu'on va vers la digitalisation. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, la tech, c'est une urgence climatique ? Ouais, effectivement, aujourd'hui, ça représente 4% des émissions globales. À titre d'exemple, la France, c'est 1% des émissions. Donc, si on mettait un classement du numérique, ça serait peut-être le 4e ou 5e pays au monde. Donc, il y a une urgence parce que c'est un des facteurs de pollution qui augmente le plus de fait des nouvelles pratiques, du fait de post-Covid. Donc, c'est quelque chose, c'est comment faire devenir l'intangible tangible quelque part. Donc oui, il y a une véritable urgence dans la façon d'appréhender aujourd'hui le numérique dans nos habitudes quotidiennes. Léa aussi, vous diriez que c'est une urgence climatique, la tech ? Absolument. Donc, la tech représente à peu près la même quantité de gaz à effet de serre que l'aviation. Donc, comme Julien a dit, en pleine croissance. Et donc, le choix qu'on fait aujourd'hui va avoir un impact majeur pour l'avenir. Ça, c'est sûr. Alors, je disais que se préparer au métavers, c'était important d'essayer de comprendre ce qui se passe. De la même façon, mesurer nos émissions de dioxyde de carbone, c'est important de savoir ce qu'on fait, ce qu'on produit, quel est notre niveau de responsabilité. Où est-ce qu'elle est la difficulté aujourd'hui, justement, pour cette mesure ? Aujourd'hui, quand on s'adresse exclusivement à des entreprises, donc c'est ce qu'on appelle du B2B, on propose donc une plateforme SaaS pour ces fameux DSI. Donc nous, on s'oriente uniquement vers donc la verticale IT des entreprises. Aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que les DSI sont réellement dépourvus de solutions aujourd'hui. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de compétences en interne réellement, il n'y a pas forcément de méthode. Et puis, on est en face à une chaîne de valeur extrêmement fragmentée. Aujourd'hui, on parle du cloud, on parle des équipements, on parle de l'électricité consommée. Demain, on parlera potentiellement du metaverse. Donc, on arrive à des situations où c'est un environnement très évolutif et très complexe à reconstituer. Donc, nous, c'est notre première mission aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression que ça bouge quand même sur ce sujet ? Absolument. Je pense que la partie tech, avec leurs investissements dans les énergies renouvelables, a vraiment donné un avenir climatique beaucoup plus positif qu'il y a 20 ans. Ils ont utilisé ce qu'on appelle des Power Purchase Agreements, PPA, et ça a vraiment changé la donne et le prix de l'électricité. Et dans le cloud, c'est vraiment une histoire d'électricité et CO2. Donc, on sait, pour l'avenir, il faut réduire, il faut éviter aussi le CO2 pour arriver à nos buts net zéro et aussi tous les buts qui étaient décrits au COP qui vient de finir. Plateforme Message, il y a un siège social à Paris, mais vous avez aussi une présence à San Francisco. Est-ce qu'il y a des approches similaires ? Donc ça, c'est une question intéressante. Nous sommes une boîte presque 100% remote. Nous sommes presque 400 dans le monde. On a des présences, on fait dans presque 40 pays et on travaille en remote. Donc, c'est aussi un modèle qui était cité par le GIEC. Alors, quand vous faites des séminaires, là, ça coûte cher en avion, là. Donc, on fait pas mal de réunions. On vient d'avoir ce qu'on appelle un all hands. Donc, tout le monde, on fait 2 physio, 2 réunions. Tout en visio. Et tout est visio. OK. Ma question portait sur est-ce que la Silicon Valley, finalement, est plus en avance que nous sur cette question de la décarbonation de la tech ? Bon, je pense qu'en fait, la Californie est assez similaire avec l'Europe et les réglementations. D'accord. Mais quand même, des meneurs de jeu, c'est les Européens. OK. Il y a aussi la question de décarboner, mais comment est-ce qu'on ne va pas trop carboner déjà à l'origine ? Est-ce que vous pouvez apporter des solutions là-dessus ? Prendre le problème à la source, finalement. Donc, c'est un peu ce que carboner moins. Exactement, c'est ce que précisait Léa. En écologie, il y a 3 règles principales. C'est soit on évite d'émettre du CO2, soit on réduit les émissions actuelles, soit on compense. Aujourd'hui, chez Soft, par exemple, le pilier de la compensation, c'est pas quelque chose sur lequel on se focalise réellement parce que on voit ça un peu comme le principe du pollueur-payeur, si vous voulez. D'accord. Donc ça va un peu démocratiser l'écologie et aussi, on va dire, alléger un peu le poids moral qu'on peut avoir sur la pollution qu'on peut émettre. Donc nous, on va vraiment se concentrer sur l'aspect éviter et réduire.
C'est très important. Mais une fois que vous l'avez mesurée, c'est trop tard. Elle est là, la pollution. Donc ça donne, on va dire, alors pardon du terme anglais, mais ça donne une baseline. Donc on a un état de départ qui va nous aider à progresser en fait. Tout ce qui est le plus important en fait en écologie aussi, c'est d'avoir ce point de départ et d'avoir sa trajectoire de décarbonation. C'est comme ça qu'on... Et on peut l'automatiser ? On peut l'automatiser, tout à fait. Alors, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on peut déjà fournir des informations qui permettent de passer à l'action, qui permettent de prendre des décisions en âme et conscience avec les bonnes informations, avec les bonnes projections, les bonnes simulations. Et demain, l'objectif, en tout cas, nous, que l'on poursuit, c'est d'automatiser cette décarbonation. Donnez-nous un exemple très concret, alors. Je vais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, on a l'un de nos clients qui a son data center basé à Francfort. Francfort, énergie très carbonée. Très carbonée, donc, oui. Parce que alimentée par des centrales à charbon, pour l'électricité évidemment. On a fait une simulation pour ce dit client de passer donc de Francfort, de passer ces données de Francfort à Marseille, en France. Et donc, ne serait-ce que le gain sur le mix énergétique du pays, on divise par 6 donc les émissions carbone liées à les activités cloud de ce client. Est-ce que vous pensez quand même que ces préoccupations écologiques peuvent générer un ralentissement de la croissance du secteur numérique technologique, et qu'on peut retarder l'arrivée des métavers à cause de ces préoccupations écologiques? Bon, je pense que c'est Jean-Marc Jancovici qui est déjà passé sur ce plateau qui a dit ça. Mais je pense qu'aussi, il y a une possibilité de faire des jonctions entre le PIB et les impacts de CO2. Mais ça reste vraiment dans le prix de l'énergie. C'est une question de prix d'énergie. C'est plus une question de coût, finalement, vous nous dites, que de conscience écologique. Je pense que le tech va être moins impacté que les activités pétrolières, mais bon... Mais justement, combien ça coûte de décarboner, mais combien ça coûte de ne rien faire aussi? Est-ce qu'on sait mesurer ça? Nous, le parti pris que l'on a et la croyance profonde que l'on a, c'est que la décarbonation, ou en tout cas l'écologie, va amener à une certaine sobriété. C'est un terme qui est relativement à la mode aujourd'hui. Et la sobriété génère donc des économies. Quelque part, faire de l'écologie, c'est être plus efficace, plus sobre. Et sobriété, c'est pas un terme morne non plus. Ça veut dire vraiment optimiser l'utilisation de ses énergies, de son numérique, etc. Donc on fait des économies. Et pour nous, on pense qu'on doit avoir une stratégie dans le cloud. Déjà, le cloud utilise moins de ressources que des serveurs qui tournent sur site. Mais nous, on a une stratégie mode. Mesurer, que je pense que tout le monde a déjà évoqué ce sujet. Optimiser, ça c'est le déploiement dans le cloud, d'avoir une solution. Nous, on a une orchestration qui est 12 fois moins énergivore qu'un déploiement classique avec AWS. Et optimiser le code. Donc, utiliser un type de, en anglais, c'est APM. Donc, on regarde la performance du code et on optimise, on identifie quelle partie du code utiliser le plus de ressources. Très compliqué, ça, d'optimiser le code, enfin de le nettoyer. On a un outil, le Backfire, qui est très visuel pour les développeurs. Donc, on est spécialiste pour ça. Et l'autre partie, c'est le déploiement sur des centres de données vertes. Ça, c'est très, très important pour la question de réseau électrique qui soutient le centre de données. On voit les premières annonces, en tout cas, de décarbonation, d'objectifs net zéro. Pour autant, c'est quand même pas la seule problématique de pollution quand on parle de la tech. Absolument. Est-ce que ça reste un bon marqueur? Je pense que c'est important de prise en conscience. Avec notre stratégie mode, la dernière partie, c'est la partie éduquer, s'éduquer. Et on dit ça avec humilité. Il faut savoir quel outil on utilise, comment de recycler, comment d'optimiser, de réduire les impacts environnementaux. Mais partie cloud, juste d'éviter de partie mesurée, il y a des audits de carbone qui sont faits par un tiers. Je conseille pour toutes les entreprises de faire ça et bientôt ça va être obligatoire dans les années qui arrivent. Et ils donnent le scope. Quelle partie de pollution numérique vous êtes responsable pour et de prendre responsabilité là? C'est l'ONU qui nous dit que nos déchets électroniques sont 1,5 fois plus polluants que l'aviation civile. Ça, c'est un sujet encore plus complexe. Je dirais presque le net zéro, ce n'est pas la partie la plus simple, finalement, à traiter.
C'est une question même très intéressante qui est souvent éludée dans le numérique responsable parce que très compliqué à canaliser. Aujourd'hui, on estime qu'à peu près moins de 20% des déchets électroniques sont collectés. Ouais. Et une fois sur un plateau, j'avais entendu une analogie assez intéressante pour comprendre la complexité de ce flux aval du numérique, qui était de dire, faites un gâteau au chocolat avec des œufs, de la farine, du beurre, etc. Faites-le cuire. Et une fois que vous l'avez fait cuire, vous le retirez du four et vous devez reséparer à nouveau les éléments. Donc ressortir la farine, le beurre, etc. de manière intacte. Et c'est un peu ce qui se passe en fait dans le numérique et dans les appareils qu'on utilise, parce qu'aujourd'hui il faut savoir que 78% de la pollution numérique en France est liée à la fabrication des terminaux, ordinateurs, téléphones, tablettes, etc. Donc là l'objectif c'est vraiment d'être... parce que donc, ces équipements sont vraiment... on utilise des métaux rares et des métaux différents et qui sont très imbriqués et donc très difficiles à réexploiter une fois la fin de vie. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? La réglementation déjà va y être pour beaucoup. Aujourd'hui on a vu la semaine dernière la constitution d'un haut comité national pour le numérique responsable géré par donc, le ministre de la Transition écologique et par le ministre délégué au numérique. Donc ça, c'est des choses qui avancent. Comme le disait Léa, la France est un des pays pionniers en termes de numérique responsable. Il y a une loi qui a été promulguée l'année dernière aussi, qui s'appelle la loi Rennes, qui vise aussi à demander à toutes les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants d'avoir une stratégie numérique responsable dans les années qui viennent. Et c'est très tôt, les premières... C'est même pas contraignant, on leur demande juste d'avoir une stratégie. Et aujourd'hui, je m'étais fait écho d'une étude en avant-première sur le fait que les collectivités ne connaissaient même pas cette loi Rennes. Alors nous, il y a du travail. On répond à beaucoup d'appels d'offres liés à ça, justement. L'avantage du Haut Comité et de la loi, c'est qu'il y a vraiment une structure juridique qui est en train de se mettre en place, une structure réglementaire qui va suivre l'application de la loi. Donc il y a vraiment une volonté d'aller de l'avant sur ce sujet-là. Vous pensez que les politiques publiques, la régulation, c'est ce qu'il va y avoir de plus efficace finalement pour travailler ce sujet? Je pense que c'est important, mais le voie d'éducation, comme vous avez évoqué, c'est très, très important. On doit commencer déjà dans des écoles, d'enseigner des enjeux sur le changement climatique. Tout ce qu'on doit apprendre à nos enfants, c'est terrible. Oui, mais après, des lois sont en train de changer. Il y a des éléments de le Green Deal qui arrivent, qui tombent. On vient d'avoir un pour préparer pour le COP. L'Europe a rehaussé leurs ambitions pour le Green Deal. Avant, c'était réduction de 55% des gaz à effet de serre pour 2030. Maintenant, c'est 57%. Et les entreprises doivent suivre toutes les réglementations qui tombent là. Et alors là, parce que c'est aussi le top départ de la Coupe du Monde, là, c'était hier. Alors, je ne sais pas, avantage, inconvénient du fait que ça se passe aussi loin, sans parler des polémiques autour du Qatar. Au-delà de Finalement, il y a moins de déplacements? Au-delà même de la distance, parce que c'est normal que la Coupe du Monde soit distribuée sur l'ensemble de la planète, c'est plus par rapport à la problématique de climat, la problématique d'infrastructure aussi. C'est-à-dire qu'on a dû construire énormément de stades pour ce pays-là, pour cet événement-là, et notamment des stades climatisés. On arrive à des inepties assez conséquentes. Et puis bon, on va dire dans la mécanique de cette Coupe du Monde green, comme ils l'appellent, c'était de compenser énormément. Et aujourd'hui, ils ont dû, je pense, dépenser peut-être 10% du budget de compensation qu'ils avaient prévu. Donc, il y a pas mal de choses qui me laissent assez dubitatif. Je pense qu'il y avait un endroit de faire un monde métavers. C'était pour vivre au premier rang de la Coupe du Monde, de mettre des casques et voir ça comme ça. Est-ce que c'est une préoccupation qui est vraiment présente aujourd'hui chez vos clients que vous conseillez sur justement l'innovation? Vous leur dites que vous pouvez vous transformer par les technos. OK. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette question éco-responsable? Elle est présente dans l'esprit de tous nos clients. Elle est présente d'ailleurs quand je parlais du métavers, ça sera aussi un filtre pour pouvoir sélectionner les usages qui seront vertueux et qui amèneront quelque chose. On ne va pas faire un métavers pour acheter un paquet de pâtes, ça serait une ineptie en termes d'impact écologique, d'impact environnemental. Et pourtant, c'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est-à-dire, j'exagère un peu, mais avec le e-commerce, on peut passer une commande pour un paquet de pâtes et se le faire livrer dès le lendemain. C'est vrai, et ça existe déjà, et on va essayer justement nous, c'est ce qu'on essaye de faire comprendre à nos clients, qu'il faut regarder les deux côtés de l'équation. D'abord, c'est ce que l'on dépense, mais c'est ce que ça va nous faire économiser. Et effectivement, en déplacement et autres, il y a des choses qui peuvent aussi générer des économies sur des impacts environnementaux. Et de toute façon, de plus en plus de clients nous posent cette question-là, c'est aidez-nous
à aller vers la frugalité. Aidez-nous à être meilleurs sur notre bilan carbone, notamment dans l'utilisation des données, notamment avec tout ce qui se passe dans les data centers. Donc oui, c'est dans l'esprit de tous nos clients, c'est incontournable aussi, c'est aussi inéluctable. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, ce qui est enclenché comme mouvement pour un numérique moins carboné va dans la bonne direction? Est-ce qu'on a pris vraiment la mesure de l'importance? Bon, je pense qu'il y a deux choses. Il y a la question de priorité et de vitesse. Donc, il faut vraiment réagir dans les endroits où on peut avoir le plus d'impact. Par exemple, de changer un centre de données et de mettre ça dans un pays où le réseau est beaucoup moins polluant, c'est quelque chose qu'on peut faire tout de suite et avoir des économies massives. C'est-à-dire en France, en fait. Voilà, ben, par exemple. C'est bas carbone, c'est sûr. Donc, et après, c'est la rapidité. On doit faire ces changements. Donc là, on doit changer tout dans 7 ans. On doit réduire par plus que 50% de nos gaz à effet de serre dans 7 ans. Donc, on ne sait pas comment on va y arriver. Hein. Ben, c'est vraiment une question d'une échelle de la révolution industrielle, mais à la vitesse de la révolution digitale. Ouais. Et on y va tout de suite là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer, décarboner la tech? Qu'est-ce qu'il faut absolument changer maintenant? Il y a pas mal d'éléments. Vous les voyez là, tous ces usages très dispendieux en énergie, sur lesquels on peut avoir une action assez rapide? Il y a une chose importante à rappeler, c'est le chiffre que je donnais tout à l'heure, c'est vraiment les équipements. Aujourd'hui, la fabrication, en fait, ce qui va favoriser, on va dire, l'industrie minière notamment, qui est extrêmement polluante, comme vous pouvez le savoir déjà. Donc, c'est garder, prolonger le plus longtemps ces équipements, donc que ce soit ces ordinateurs, ces téléphones, etc. Ne pas se suréquiper. Acheter, reconditionner. Déjà, avec ce genre d'activité, ce genre d'action, on a un vrai... Oui, mais alors, à contrario, on me donne le discours inverse en me disant, bah oui, mais si on garde de vieux équipements, ils vont consommer plus d'énergie, il vaut mieux prendre des équipements plus optimisés. Compliqué de s'y retrouver dans les recommandations. Hein. Là, encore une fois, c'est une histoire d'ordre de grandeur, finalement. L'électricité qui sera consommée par un smartphone versus l'impact qu'il a eu à la fabrication et à son extraction, il n'a pas de commune mesure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre juste l'indication carbone, hein, vraiment, il faut prendre l'ensemble de la pollution des techs. Absolument. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez peut-être une question pour nos experts? Non, oui, j'ai une question, mais je trouve que moi je suis peut-être optimiste, mais je trouve que la jeune génération, elle est extrêmement sensibilisée sur ces aspects-là. Et je vois tous les jeunes qu'on embauche aujourd'hui, ils nous posent la question de qu'est-ce qu'on fait, nous, dans ce domaine-là. Et tous chez nous sont formés à la fresque du climat, tous. Donc je pense qu'il y a aussi une prise de conscience dans nos entreprises, dans nos métiers. Puis je crois aussi à l'innovation. L'innovation technologique, elle a pris en compte cette dimension frugale. On voit les dernières innovations dans le domaine de la blockchain font qu'on est passé à une réduction de 90% de la consommation électrique sur les nouveaux protocoles. Donc moi je suis un petit peu optimiste, mais je pense qu'il y a une génération qui est ultra sensibilisée et puis que l'innovation technologique va essayer d'améliorer aussi. Et puis d'être optimiste, ça permet d'agir, hein, parce que sinon on ne fait plus rien. Merci beaucoup à Philippe Cassoula de Talent, Léa Goldfarb de Plateforme SH et Julien Rouzet de Soft. Juste après la pause, on part un peu prendre l'air dans la nature avec notre chronique sur le biomimétisme. C'est la deuxième partie de Smartech qui démarre avec notre rendez-vous avec le biomimétisme et Caroline Lagarde. Bonjour Caroline. Et restez avec nous en plateau, Julien Rouzet, le cofondateur de Soft. On a parlé ensemble de décarboner la tech. Maintenant, on va partir dans la nature avec vous à la découverte des guépards. Qui sont des inspirations pour les ingénieurs, mais vous allez déjà nous dire qu'est-ce qui est intéressant chez le guépard. Oui, déjà pour vous dire un petit mot sur le guépard. Donc le guépard c'est un félin, c'est pour ça que son nom vient du nom de deux félins. Donc Gattopardo en italien, Gatto le chat, Pardo les léopards. Et en réalité, comme vous l'avez dit, donc, il est particulièrement connu pour ses facultés à la course. Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc notamment comment ensuite on peut s'inspirer de ses facultés et de ses capacités à aller aussi vite pour nous-mêmes donc développer des technologies bio-inspirées à partir de ce modèle très fascinant. D'accord, alors là on voit une magnifique image du guépard. Parlez-nous un peu de ses aptitudes physiques. Oui, donc ses aptitudes physiques, il possède un corps très élancé, une tête aérodynamique, donc ce qui évite de prendre la prise au vent. Il possède aussi des jambes très fines et très solides avec des griffes qui permettent de s'agripper bien au sol, de faire des bons virages, de faire des accélérations assez incroyables. Donc pour comparer par exemple avec notre sprinter à nous,
Donc Usain Bolt, il le battrait à la course en allant 3 fois plus rapidement que Usain Bolt. Donc c'est assez Mais est-ce qu'il est plus musclé Oui, c'est sûr, il est beaucoup qu'un plus coureur humain? Bon, après, comparer deux, c'est pas forcément très facile, mais c'est sûr qu'il possède des muscles beaucoup plus impressionnants. Et donc voilà, donc il a déjà atteint 112 km/h, c'est ce qui a été enregistré, le record qui a été enregistré, comparé à nous. Mais vous diriez que cette rapidité, c'est lié justement à sa force musculaire? C'est à sa force, mais surtout à son profil donc aérodynamique, à sa masse très légère, donc il a une ossature très légère. Et c'est aussi ce qui est assez impressionnant, et c'est ce sur lequel les scientifiques se sont concentrés, c'est comment il réussit à freiner, parce que quand on atteint une telle vitesse, il faut réussir à freiner assez rapidement. Et donc pour ça, en fait, ils se sont intéressés à la patte du guépard, qui possède en fait un petit coussinet, qui, lorsqu'il s'arrête, lorsqu'il veut freiner, se déploie, s'écrase, donc ce qui permet d'avoir une plus grande surface. Comme un effet ventouse, en fait. Comme un effet ventouse, mais surtout comme un effet d'avoir une plus grande surface de contact. Donc ça augmente les frottements avec le sol, et donc ça lui permet de freiner plus facilement. D'accord. Et alors, en quoi ça inspire nos chercheurs? Alors justement, donc, en quoi ça pourrait inspirer? En fait, il faut regarder, nous, quelles sont les technologies qui vont aussi vite, quand est-ce qu'on les utilise. Et en fait, c'est les véhicules qu'on utilise qui atteignent de telles vitesses. Et donc, sur quoi est-ce qu'on pourrait transposer? Ce serait sur les roues. Donc, comme le guépard qui s'arrête en Les roues de voiture, donc. Les roues de voiture, Okay. c'est ça exactement. Comme le guépard qui s'arrête en augmentant la surface de sa patte, l'idée c'est d'augmenter la surface du pneu lors du freinage. Et donc, c'est une technologie qui a été développée par Continental, où en fait le pneu, lors du roulement, lors du freinage, s'écrase, et donc ça augmente la surface de contact. Donc il y a plus de frottement avec la route, et donc il y a de meilleures performances de freinage. Mais alors à quoi elle ressemble le pneu? Ouais, alors le pneu en fait c'est une excroissance. Non, c'est le même type de pneu, juste qu'il a un profil plus arqué. Donc lorsque le véhicule roule, il garde la même forme, mais lorsque la voiture s'arrête, avec la force qui est engendrée par le freinage, ça permet à la roue de s'écraser. En fait, c'est une matière. Parce que ça, c'est déjà le cas dans toutes les voitures, non? Quand on freine, a priori, Ouais. les pneus s'écrasent Ouais, pour l'adhérence, ouais. En fait, là, c'est le Et profil. là, comment ils l'ont travaillé? C'est-à-dire le profil? C'est le profil. En fait, ils se sont inspirés du coussinet du guépard, Ouais. qui a une forme particulière avec un profil plus. C'est ça, arqué, je ne sais pas comment dire différemment. Et donc, ils ont reproduit ce profil-là sur le pneu. Donc là, vous pouvez imaginer votre pneu qui vient, si vous le voyez en face comme ça, qui est plus arqué. Et donc, c'est cette forme-là qui, lors du freinage, va pouvoir... Donc, c'est l'ensemble du pneu qui reprend la forme du coussinet? C'est ça. D'accord. Ouais, c'est ça. C'est pas une excroissance supplémentaire. Excroissance. Et qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre comme technologie bio-inspirée du guépard? Alors, si on se concentre sur les guépards, comme je disais, donc, ce qui fait sa particularité, c'est aussi son allure, son allure élancée, ou alors son ossature légère. Donc, il y a plusieurs problématiques possibles, soit sur... Et c'est pas plus fragile, cette ossature légère? En fait, c'est tout ça la problématique du lightweight design. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le fait de construire avec des masses plus légères, mais à résistance égale. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont réalisées sur les os, parce que justement, nos os sont très, très solides, oui, mais sont légers, si on compare avec la résistance. Et donc, en fait, c'est toute une question de où mettre les renforcements clés, comment bien construire l'os en lui-même, l'excroissance de l'os, pour avoir une bonne résistance. Et donc, si on s'intéresse à l'ossature en général du guépard, on apprend énormément de choses sur le lightweight design, sur comment construire de façon légère mais résistante. Et voilà, donc il y a aussi plein d'autres possibilités. Et du coup, si c'est léger mais plus résistant, c'est moins carboné aussi. C'est moins carboné aussi. On rejoint notre sujet. Merci beaucoup Caroline Lagarde. Je rappelle que vous êtes analyste scientifique chez Bioxégie, et avec nous était présent Julien Rouzet de Soft, avec qui on a parlé de décarboner la tech. Je vous propose qu'on reste ensemble pour notre chronique Où va le web. Dans cette chronique Où va le web aujourd'hui, je propose de revoir, c'est une rediffusion d'Eva Ben Sadi qui nous parle des opportunités des métavers pour le secteur de l'immobilier.
Bientôt des visites d'appartements dans le métavers. Pourquoi pas? Après tout, les marques de la grande distribution proposent, elles, de faire des courses dans cet univers virtuel. Demain, ce sera donc des appartements que vous et moi pourrons visiter. C'est l'entreprise française Se Loger qui en a eu l'idée et elle l'a déjà testé. L'enseigne a organisé il y a quelques jours une visite virtuelle d'un appartement faisant partie d'un futur programme immobilier. Oui, puisque c'est bien ici que l'expérience peut être intéressante. Faire visiter un appartement qui n'existe pas encore. Une solution qui pourrait révolutionner le marché du neuf dans l'immobilier et permettre enfin aux futurs acquéreurs de se projeter. C'est en tout cas l'ambition. Via leur téléphone ou leur ordinateur, les potentiels acheteurs pouvaient donc naviguer entre les différentes pièces et découvrir l'appartement comme s'il se trouvait à l'intérieur. Et puis surtout, comme lors d'une visite classique, le métavers permet d'interagir avec l'agent immobilier. Vous pouvez lui poser vos questions. Le professionnel y répond et peut présenter les différents atouts du bien. C'est la plateforme Ansiber, moins connue que The Sandbox ou Decentraland, qui a été sélectionnée pour l'élaboration de cette visite fictive. Pour sa fluidité et sa simplicité, on peut entrer virtuellement dans l'appartement avec un simple lien, sans avoir besoin de créer de wallet. À l'origine, ce site permet d'exposer des œuvres artistiques dématérialisées sous forme de NFT dans un appartement en réalité virtuelle. Aujourd'hui, l'appartement témoin est encore très vide, mais la promesse est la même. Les possesseurs de NFT pourront y venir exposer leurs œuvres. Alors, on reproche déjà à l'expérience de manquer de l'aspect social propre au métavers, mais Se Loger assume. Pour le groupe, c'est l'occasion pour tout le monde, utilisateurs compris, de mieux appréhender les mondes virtuels. Les acheteurs potentiels semblent en tout cas vouloir voir émerger ces innovations digitales dans le secteur immobilier. Selon un sondage de l'Observatoire du moral immobilier Se Loger, 63% d'entre eux attendent de la part des professionnels de l'immobilier et dans les 5 prochaines années, une transformation digitale plus importante. Alors quand on voit le secteur de l'immobilier là, qui travaille déjà sur les métavers avec des visites virtuelles, on imagine ce que ça peut donner demain, ça pose une question là aussi encore environnementale. Alors je ne sais pas quelle est la balance entre la visite en réel, la visite en virtuel. La cause environnementale ne doit pas non plus aller à l'encontre du progrès et du progrès technologique. Chez Soft, on a vraiment cette culture-là de se dire qu'on doit réconcilier progrès écologique et progrès techno. Le métaverse, moi, effectivement, de manière très personnelle, je vais le regarder d'un œil un peu suspicieux parce que je pense que ce sont des choses qui vont nous amener à des pratiques un peu contre nature et moins, même si c'est des expériences immersives. On perd ce lien et comme le soulignait tout à l'heure Philippe, je viens aussi du Sud-Ouest, je suis rugbyman, donc je tiens vraiment à ces valeurs de cohésion, de collectif, de convivialité et j'ai encore du mal à voir l'application dans le métaverse. Mais c'est la question de l'utilité qui se pose. Mais c'est aussi l'opportunité d'avoir moins de déplacements, comme le soulignait Léa Godefard juste avant. C'est l'opportunité d'avoir aussi des expériences immersives. Moi, je ne suis pas du tout à contre-courant sur ces sujets-là, mais il y aura forcément des pratiques qui vont dériver. Il va falloir cadrer ça d'un point de vue environnemental. Merci beaucoup. Avec vous, Julien Rouzet, cofondateur de Soft, on a parlé de comment décarboner la tech. Et avec Caroline Lagarde, on a parlé des qualités des guépards pour nous inspirer dans de nouvelles technologies plus éco-responsables aussi. Merci à tous de nous suivre chaque jour. Demain, on sera en direct du Salon des maires.